Tu sais, Zora, comme tes maîtresses, les professionnels qui travaillent dans le cadre de la petite enfance ont connu beaucoup d'enfants et ont beaucoup d'expérience dans le domaine du développement et des comportements que nous pouvons nous attendre à un certain âge et dans certaines situations. Les jardins d'enfants sont des lieux d'observation privilégiés, d'une part pour l'imprévisibilité qu'ont les enfants et d'autre part pour la compétence qu'ont les éducateurs sur le développement typique. Ainsi, les éducateurs disposent d'un cadre naturel d'observation. Ils peuvent faire un rapport au pédiatre des observations qui, autrement, ne seraient pas vues dans un cabinet médical, et souvent même pas à la maison, car peut-être l'environnement s'est-il un peu adapté à l'enfant. Nous sommes aussi le premier contexte social dans lequel l'enfant s'insère, même si tous les enfants ne vont pas à la crèche. Les avantages sont nombreux. Voir un enfant inséré dans un contexte de règles, dans un établissement très spécifique avec sa propre routine et avec d'autres enfants, cela peut sûrement être une façon de commencer à mettre en évidence des difficultés s'il y en a. La crèche est un endroit où les enfants passent de nombreuses heures dans un environnement de jeu avec d'autres pairs. Et cela peut être précisément cet endroit où vous pouvez voir quels comportements sont normaux et lesquels peuvent être des comportements anormaux. Nella norma e quali invece possono essere dei comportamenti anomali. Un éducateur a en tête le développement de ce petit garçon ou de cette petite fille. Et donc, si des problèmes ou des doutes surviennent, c'est l'un des premiers aspects clés importants sur lesquels le professionnel peut raisonner. À mon avis, le rôle des praticiens de la petite enfance est fondamental dans l'identification des troubles du spectre autistique. Ils passent toute la journée et chaque instant avec le groupe d'enfants. Ils ont donc une vision globale. Il est évidemment important d'avoir des connaissances théoriques d'abord sur le développement typique de l'enfant et ensuite dans la formation d'éducateur de l'enfance. Il y a aussi des moments de formation sur le thème de l'autisme. En tant qu'éducatrice de la petite enfance, nous avons déjà appris à l'intérieur de nous-mêmes un outil qui est celui de l'observation. Mais le comment observer ces comportements n'est pas toujours aussi clair. En recevant des connaissances à l'école sur les troubles du spectre autistique, le manuel Campanelli Verdi e Rossi, cloche verte et rouge, permet aux professionnels d'avoir un point de repère pour démarrer une observation ciblée. C'est parce qu'il est important non seulement d'observer, mais aussi de savoir que faire de ces observations. Bien sûr, les éducateurs ne sont pas censés devenir des spécialistes de ce trouble, mais ils ont au moins un point de repère où ils peuvent rassembler leurs observations. Puis, en les partageant avec l'équipe, ils peuvent commencer par des pistes de réflexion. Le manuel Campanelli Verdi e Rossi, cloche verte et rouge, est né de la volonté de contribuer à abaisser l'âge du diagnostic des troubles du spectre autistique, grâce à l'implication de professionnels de la petite enfance. Nous savons que plus tôt un diagnostic est posé, plus tôt l'enfant et sa famille ont accès à une intervention adéquate. Le cerveau, à ce stade précoce de développement, qui s'étend de la naissance à l'âge de 4 à 5 ans, possède une énorme quantité de neurones. Ces neurones se connectent les uns aux autres et leurs compétences peuvent être augmentées
grâce à la stimulation. C'est une phase extrêmement réceptive et c'est pourquoi, si nous trouvons ou voyons des difficultés dans la maturation de l'enfant, c'est à ce stade le meilleur moment pour pouvoir intervenir avec une stimulation. Il est important de pouvoir intervenir afin d'améliorer les compétences de ces enfants. Il reste donc essentiel de pouvoir intervenir le plus tôt possible. Disons donc que plus tôt nous pouvons établir le diagnostic, plus tôt nous permettons à l'enfant d'avoir la possibilité d'acquérir des stratégies qui lui permettent d'avoir un pronostic certainement favorable. Peut-être qu'un pédiatre a du mal à faire cela, alors que l'observation quotidienne, par exemple dans une crèche ou dans des environnements où il y a des personnes pouvant observer l'enfant, des signaux peuvent émerger plus clairement et donc, avec la famille, transmettre ces informations au pédiatre afin qu'il puisse comprendre si vous êtes confronté à un enfant qui a ces difficultés dans son développement ou non. Le fait que les éducateurs puissent comprendre si ces manifestations de l'enfant peuvent être inquiétantes ou non est important. Le manuel Campanelli Verdi e Rossi, cloche verte et rouge, permet à l'éducateur d'évaluer si ce que montre l'enfant peut effectivement relever d'un éventuel trouble du spectre autistique ou s'il s'agit d'autres manifestations qui n'ont rien à voir avec ce problème. Le parcours des personnes atteintes de troubles du spectre autistique est complexe. Il est complexe car il évolue dans le temps. Il est également complexe car il dépend du contexte et du territoire dans lequel la personne grandit, évolue et dans lequel la personne et sa famille vivent. Campanelli Verdi e Rossi, cloche verte et rouge, veut être un soutien aux personnes atteintes de troubles du spectre autistique et à leurs familles. Il s'adresse à un panel de professionnels qui, à notre avis, sont importants, mais qui, d'après ce que nous avons observé, n'avaient pas été pleinement pris en compte dans l'identification des troubles du spectre autistique à un âge précoce. La situation à la crèche vous donne cette opportunité de voir le développement de l'enfant avec d'autres enfants. Bien que le terme de comparaison ne soit jamais la chose principale sur laquelle se concentrer, surtout sur les enfants qui développent peut-être des compétences différentes de manière non simultanée. Il y a ceux qui commencent à marcher plus tôt, ceux qui mangent d'abord, et puis les influences sont toujours nombreuses, aussi selon le système dans lequel ils se situent, donc la famille et la culture de référence qu'ils ont. Mais alors, sur les macro-domaines de développement, il est parfois frappant de voir des comportements différents de la plupart des enfants. Alors, comment se développe l'enfant entre 0 et 3 ans? Quels sont les éléments clés à connaître pour pouvoir identifier éventuellement qu'un enfant avec autisme se développe autrement? Alors, au début du développement, à la naissance, le bébé, il est en interaction, on dit sensorimotrice avec son environnement. Il communique pas encore vraiment, même si on va interpréter ses pleurs, ses manifestations pour comprendre ce dont il a besoin. Et c'est en fait à partir de 6 mois, une année, qu'on se rend compte que le petit humain commence à interagir vraiment avec autrui. Et d'abord, il répond aux stimulations qu'il va recevoir des autres personnes. Et vers une année, il y a un tournant et l'enfant, dans son développement typique, il va comprendre qu'il peut obtenir quelque chose des autres et il va initier, il va commencer des interactions encore non verbales, simplement en montrant son intérêt, en manifestant des demandes par des cris, par des pleurs et parfois déjà par un mot ou un autre. Ce
Ce qui est aussi important à savoir dans le développement typique, c'est que les enfants reconnaissent assez tôt leur prénom. Lorsqu'on leur parle, on prononce souvent leur prénom et du coup, ils vont le reconnaître assez rapidement. Et un enfant, vers une année, si vous l'appelez par son prénom, il tourne la tête et il vous regarde. Ensuite, entre 1 année et 2 ans, tout ça va se développer, il va comprendre beaucoup mieux son environnement, il va interagir avec les objets, avec les personnes, il va manipuler les objets, il va découvrir le monde et il va comme ça construire une compréhension de son environnement et aussi une compréhension des humains qui sont autour de lui. Ainsi, il va pouvoir entrer en communication vraiment intentionnelle avec autrui et dans cette communication, un des éléments centraux de cette communication, c'est de partager son attention pour un objet avec une autre personne. Par exemple, il va montrer quelque chose et pour qu'on regarde comme lui et il va attirer le regard de l'adulte pour lui montrer, regarde comme c'est intéressant. Alors, il va pas dire ça évidemment, mais il va attirer votre attention pour ça. Ou il va vous montrer des objets et vous demander de les nommer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et vous allez donner une réponse. Ça, c'est typique de l'enfant qui est en train de développer sa communication. Et il va aussi, à partir d'1 année et demie, 2 ans, développer des jeux différents avec les objets. Avant, il découvre comment ils fonctionnent et tout à coup, il va se mettre à jouer avec les objets de manière, comme on dit, symbolique. C'est-à-dire qu'il les prend pour autre chose. Par exemple, il peut prendre un crayon et puis faire vroom, vroom, vroom avec un crayon. Et il va comme ça découvrir des utilisations des objets qui, on va dire, qui sont symboliques, qui sont représentatives, qui sont une manière de communiquer avec autrui, aussi un sens différent que l'objet lui-même. Et ça va très vite l'amener aussi à faire ces jeux symboliques avec les autres enfants et de développer avec eux des jeux de rôle qui seront encore plus tardifs après 3 ans. Les enfants se mettent à faire des jeux de rôle, à jouer au papa, la maman, au médecin, etc. Mais ça, c'est après 3 ans, il faut le dire. Et puis, ce qui va encore faire l'enfant entre 2 et 3 ans, il va vraiment développer son langage. Il y a une espèce d'explosion du langage, les mots qu'il connaît, il va en utiliser de plus en plus et c'est aussi cette période-là entre 2 et 3 ans qui va être très importante pour ça. À 2 ans, il est encore pas très bon dans sa communication langagière, même s'il utilise des mots, il a encore souvent besoin d'un interprète, d'un adulte qui comprend les mots qu'il veut dire. Alors, dans tout ce développement typique, comment on remarque qu'un enfant avec de l'autisme est différent? Quand c'est que ça se remarque? À quoi on peut l'observer dans la vie quotidienne lorsqu'on interagit avec lui, lorsqu'il est avec des autres enfants? Eh ben, un des premiers signes, c'est lorsqu'on va l'appeler par son prénom. Ils ont beaucoup plus de difficultés à l'entendre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'entendent pas qu'on les appelle, mais souvent, ils vont même pas répondre. Même parfois, les parents pensent que leur enfant est sourd. Parce qu'en fait, ils appellent Pierrot, Pierrot, et Pierrot, il reste là, il répond pas. Donc ça, c'est une des premières différences qu'on se rend compte de l'enfant qui a de l'autisme. La deuxième différence dans ce développement qui est très frappante, c'est lorsqu'on a cette attention conjointe, lorsqu'on va pointer. Les enfants avec autisme, ils peuvent des fois demander des choses, ils ont des besoins et ils peuvent des fois manifester leurs besoins, mais vraiment interagir pour demander à quelqu'un quelque chose, ça, ils ont beaucoup de difficultés à le faire. Donc, ils vont beaucoup moins pointer, on les verra très peu ou pas pointer, et on a l'impression qu'ils n'entrent pas vraiment en communication, et qui est entrer en communication, c'est partager des idées, des pensées, des émotions avec autrui, donc partager une attention envers le monde. Donc ça, c'est vraiment un des signes importants. Et l'autre signe aussi important, mais qui n'est pas toujours systématique, mais ils jouent quand même différemment avec les objets. Ils vont pas entrer dans le jeu symbolique comme un enfant typique. Ils vont moins utiliser les objets de manière symbolique. Ils vont plus continuer de les explorer dans leur fonctionnalité. Et puis finalement, évidemment, ça, je pense que c'est peut-être ce qui est le plus frappant, ils vont pas entrer dans le langage comme les autres enfants, donc ils vont souvent, mais pas toujours, moins parler, moins s'exprimer, moins peut-être ne pas développer de langage du tout, ce qui va inquiéter évidemment les personnes qui entourent l'enfant. Alors comment est-ce qu'on observe ça? L'endroit le plus favorable pour observer ces différences, c'est lorsque l'enfant, il interagit avec d'autres enfants. Parce que lorsqu'il est avec un adulte, c'est nous qui décidons comment il doit se comporter. Donc, lorsqu'on va chez le pédiatre, il se peut très bien qu'on ne voie pas qu'il est autiste parce que il est avec sa maman, il est tranquille ou avec son papa et puis il va être comme un enfant typique. Mais lorsqu'il interagit avec les autres enfants, lorsqu'il est en garderie ou en crèche, là, ses comportements sont beaucoup plus visibles et les professionnels de la petite enfance peuvent être vraiment sensibilisés à repérer est-ce qu'un enfant
il communique pas comme les autres. Il n'entre pas dans la communication humaine comme un enfant typique. Pourquoi c'est si important de repérer les enfants avec autisme assez tôt dans leur développement? Parce que la communication, c'est quelque chose de fondamental pour le développement de l'humain. C'est par la communication qu'on découvre les autres personnes, qu'on découvre le monde, qu'on apprend des choses. Et de ne pas communiquer, d'être en une situation de handicap par rapport à la communication, c'est vraiment très grave. Donc c'est fondamental, dès qu'on a repéré qu'un enfant a des troubles du spectre de l'autisme, on va lui apporter des soutiens pour qu'il puisse communiquer. Et ça va être très préventif pour le développement futur. Et c'est très important pour l'enfant, pour les parents, pour la famille, pour son développement, qu'on prévienne ainsi les conséquences négatives de ne pas avoir pu communiquer quand on était un jeune enfant. Certaines sonnettes d'alarme et certains comportements sont plus facilement observables dans un environnement quotidien pour l'enfant et en interaction et comparaison avec ses pairs. D'où l'idée de pouvoir créer un outil pouvant faciliter l'observation et la description des comportements pour les professionnels n'ayant pas de formation spécifique sur les troubles du spectre autistique. L'observation dans les établissements qui s'occupent de la petite enfance permet d'observer les enfants dans un contexte qui leur est familier, dans un contexte quotidien, plus longtemps et en interaction et comparaison avec d'autres enfants. Ces facteurs permettent d'identifier plus clairement tout comportement anormal. Cependant, il est parfois difficile de les décrire clairement et objectivement. D'où l'idée de développer un outil pouvant aider à la fois à l'identification, mais surtout à la description de ces comportements, afin d'être plus efficace dans la communication et le partage de ce qui a été observé avec les membres de la famille et les professionnels. Afin de faire une observation adéquate, il est important de savoir quelles sont les bases du développement typique de l'enfant. Il était important pour nous d'inclure cette partie dans le manuel, dont le professeur Evelyn Tomen a parlé, histoire de mettre un peu l'accent sur ce qu'est le développement social et communicatif précoce, que l'on peut parfois, entre guillemets, prendre un peu pour acquis puisque les enfants développent ces capacités de manière naturelle. Il est également utile d'avoir un vocabulaire pour décrire ce qu'est le développement typique de la communication et de la socialisation dans les premières années de la vie. Cela peut servir d'une part à une observation plus précise, mais aussi à pouvoir communiquer ce que nous avons observé avec un langage spécifique et efficace à d'autres personnes. Cela sera très important dans la rédaction des fiches et surtout dans la communication de ce que nous avons observé. On détecte de plus en plus souvent aujourd'hui des signes très précoces qui surviennent dès la première année et sont représentés avant tout par des signaux moteurs au sens d'atypie, d'asymétrie, de mauvaise fluidité des mouvements et par des signaux sensoriels qui concernent principalement le côté visuel. Quant aux critères diagnostiques, ils sont représentés par l'atypie et l'incapacité de réciprocité du côté social, l'incapacité à se mettre à la place des autres et le manque d'initiative spontanée envers les autres. En même temps, l'autre critère très important est l'étroitesse des activités et des intérêts qui fait que certains de ces enfants, notamment ceux qui ont un fonctionnement inférieur, ont de nombreuses stéréotypies de type moteur, tandis que d'autres, au contraire, un fonctionnement supérieur. Ils ont une focalisation caractéristique sur certains sujets de leur intérêt et parlent exclusivement de ceux-ci, sans se soucier de savoir si l'autre peut être plus ou moins intéressé. Un autre élément très important est la focalisation sur les anomalies sensorielles, qui, comme nous l'avons dit, peuvent précéder ce qui est la partie la plus strictement sociale et rendre compte du fait que le non-filtrage de tous les éléments sensoriels qui existent dans l'environnement de ces enfants est comme surchargé par toute cette série de stimuli. Et certains émettent l'hypothèse que cela conduit à leur détachement des relations sociales et à leur adaptation à l'environnement. Comment faire le diagnostic? Cela se fait avec des tests et avec notre impression clinique. Les tests sont représentés par l'ADOS, Autism Diagnostic Observation Schedule.
qui est un test spécifique nécessitant une longue préparation et un long apprentissage, ou par l'ADI, Autism Diagnostic Interview. Ensuite, il y a d'autres tests moins spécifiques. L'autre partie importante est représentée par ce qui est notre impression clinique, qui est également faite avec une observation libre, au-delà de ce qui est notre étude spécifique, où nous visitons en tant que médecins et psychologues une partie importante par rapport au contexte scolaire et éducatif de l'enfant. D'où l'énorme importance des signaux que les enfants peuvent exprimer dans le contexte de plus en plus large où existent des professionnels de la petite enfance. Ainsi, les livres tels que Campanelli Verdi e Rossi, Cloches vertes et rouges sont un outil très utile. Ensuite, il y a clairement la communication aux parents, ce qui ne veut pas dire communiquer que ces enfants ont un diagnostic de trouble du spectre autistique, mais qu'il y a des éléments suspects, un peu atypiques par rapport à l'âge et à la compétence de l'enfant. Et donc, à ce titre, ils ont besoin d'un jugement clinique plus expert. Il est très important de pouvoir avoir une vision de l'enfant dans un autre environnement plus large, plus libre. Et les professionnels de la petite enfance peuvent certainement être d'une aide pour nous médecins et pour les relations avec les familles. L'idée des fiches, sur lesquelles il y a aussi les dessins, était déjà présente au départ, avant de faire le manuel. L'intention était d'avoir des éléments sur ces fiches. L'âge, ce qu'il faut observer. Un aspect très important pour nous était de savoir comment observer ces comportements. Et puis dans les fiches, comme idée initiale, il y avait la volonté de pouvoir distinguer les cloches vertes, donc ce que nous pouvons considérer comme typique dans le développement, et les cloches rouges, des comportements qui pourraient être atypiques et donc être signalés comme potentiellement problématiques. Pour choisir les fiches, la première réflexion a été de savoir quoi insérer. Quel comportement ? Nous avons effectué une recherche documentaire et recherché des articles de la documentation scientifique traitant des premiers signes des troubles du spectre autistique. Puis nous avons fait un petit résumé et sélectionné 25 comportements à inclure dans les fiches. Une fois les comportements sélectionnés, notre travail consistait à traduire ce qui était écrit, souvent en anglais, dans une langue accessible à la cible de référence du manuel, donc aux professionnels de la petite enfance. Nous avons également décidé d'avoir des graphiques qui peuvent être utilisés de manière agile, facile à consulter et captivante. Un autre aspect que nous avons considéré dans la création des fiches d'observation est que le comment observer pourrait être automatiquement inséré dans le cadre naturel des crèches. Cela pour ne pas devoir créer des situations ad hoc, atypiques et artificielles, mais que chaque fiche puisse permettre une observation simplement en regardant ce que les enfants font habituellement à l'intérieur de la crèche. Ce manuel peut être très utile aux travailleurs de l'enfance. C'est comme une loupe sur les comportements des enfants. Prenons l'exemple de l'élément numéro 15. Comprendre le geste de pointer. D'une part, nous avons ce qu'il faut observer. Observer si l'enfant regarde dans la bonne direction lorsque quelque chose est indiqué. Ci-dessous, nous avons la façon d'observer, dans 5 situations différentes. Indiquer à l'enfant un objet ou une personne qui se trouve à moins de 30 cm de son doigt. D'autre part, nous précisons les critères qui nous permettent de confirmer l'acquisition ou non du comportement mis en évidence. Cloche verte, si l'enfant regarde dans la bonne direction, lorsqu'un objet ou une personne à proximité est pointé.
La cloche verte signifie que le comportement observé est un comportement attendu pour cet âge et ne devrait donc pas susciter d'inquiétude. Cloche rouge, si l'enfant ne regarde pas dans la bonne direction lorsqu'un objet ou une personne à proximité est pointé. Au contraire, la cloche rouge met en évidence que le comportement observé a déclenché une petite alarme et qu'il sera donc important, à partir de là, d'entamer une discussion et de prêter attention aux détails de ce qui a été observé. Les résultats doivent être rapportés dans une feuille de notes jointe au manuel. L'enfant réagit quand on l'appelle par son prénom. Par exemple, il arrête de jouer, se tourne ou regarde l'interlocuteur. Coucou Pierre. Drapeau vert. Coucou Pierre. L'enfant ne réagit pas quand on l'appelle par son prénom. Par exemple, il ne s'arrête pas de jouer, ne se retourne pas ou ne regarde pas l'interlocuteur. Drapeau rouge. Au cours de la journée, l'enfant pointe spontanément son doigt pour obtenir un objet hors d'atteinte ou pour attirer l'attention sur un objet ou une personne. Drapeau vert. Au cours de la journée, l'enfant ne pointe pas spontanément son doigt pour obtenir un objet hors d'atteinte ou pour attirer l'attention sur un objet ou sur une personne. Drapeau rouge. Nous avons vu et discuté de l'importance d'identifier les premiers signes d'un trouble du spectre autistique. Et après ça, pourquoi cela est important ? D'une part, cela est important car un diagnostic précoce permet d'activer une intervention précocement. Cela permet également de répondre immédiatement aux besoins des familles et de leur apporter tout le soutien nécessaire. La question qui se pose est: quel est le type d'intervention indiqué pour un trouble du spectre autistique ? Ce thème est vaste et va un peu au-delà de la possibilité de notre manuel. Cependant, nous avons trouvé utile et nécessaire de demander à un expert dans le domaine de l'intervention adaptée quels éléments prendre en considération. Parfois, la peur d'étiqueter ou de stigmatiser l'enfant en posant un diagnostic précoce d'autisme peut prévaloir. Cela conduit à deux problèmes. Le premier est que si nous attendons, disons, 6 mois, ou que l'enfant va à l'école et ainsi de suite, nous passons à côté d'opportunités fondamentales que l'enfant aurait pour acquérir tout cet échafaudage de compétences que nous pouvons enseigner à travers l'intervention. Cela minimiserait les symptômes et permettrait à l'enfant de participer et de profiter des opportunités offertes par l'interaction avec ses pairs à l'école. Opportunità offerte dall'interagire con i coetanei a scuola. Le deuxième problème est que le diagnostic d'autisme lui-même ne doit pas être stigmatisant. Nous devons considérer les personnes autistes comme des personnes qui ont des rôles à jouer, des contributions à apporter, des rêves à réaliser et des objectifs à atteindre. Pas en tant que personne dont le diagnostic correspond à une sorte de condamnation. Ce n'est pas une pathologie ni une maladie. C'est un état, une autre manière d'être au monde qui rend difficile l'apprentissage social. Nous devons donc mettre en place des interventions et les mettre en œuvre lorsque le cerveau des enfants autistes, comme celui de tous les autres enfants, est particulièrement ouvert au changement. Quelles sont les interventions les plus adaptées pour atteindre ce type d'objectif ? Doter l'enfant de compétences qui lui permettent d'apprendre du monde des relations sociales qui l'entourent, de l'école, de la famille, etc. Mais quels sont ces outils ? Nous devons réfléchir à ce que nous pouvons appeler l'infrastructure de l'apprentissage social, c'est-à-dire tous les comportements qui facilitent et permettent à l'enfant autiste d'apprendre des autres. Nous devons donc enseigner l'imitation spontanée et l'attention partagée. La capacité à partager le centre d'attention avec une autre personne.
La communication non verbale, l'utilisation des gestes, du contact oculaire, du langage non verbal qui précède et facilite l'émission et l'acquisition du comportement verbal. Le partage d'affection, le jeu fonctionnel, le jeu symbolique sont autant de piliers qui soutiennent le langage verbal et la capacité à apprendre des autres, à participer à des activités partagées et à prendre part aux opportunités qu'offre la société. Comment enseigner efficacement ces différents objectifs d'apprentissage ? La recherche a documenté comment nous pouvons réussir à enseigner ces aspects en utilisant des approches que nous appelons comportements évolutifs naturalistes. Ce sont des approches dans lesquelles nous partons de ce que l'enfant est motivé à faire, de l'objectif que l'enfant a quand, par exemple, on lui propose des options entre différentes activités de jeu et entre différents objets. Vous suivez cette initiative, vous rejoignez l'enfant et essayez de faire passer l'enfant d'un intérêt pour une activité solitaire à un intérêt pour la même activité réalisée à deux. Et des épisodes pédagogiques sont insérés. C'est l'aspect comportemental, c'est-à-dire des épisodes au cours desquels l'enfant reçoit un entrant, une consigne qui va faciliter le comportement cible. Ce que je veux voir chez l'enfant, ce que je veux que l'enfant acquiert, et qui sera associé à une conséquence positive, un renforcement. Tout cela dans le cadre des routines quotidiennes. Bien entendu, ces concepts doivent ensuite être traduits en pratiques d'intervention assez complexes et nécessitant une formation spécifique. Typiquement, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils partent d'une évaluation spécifique de l'enfant, de ses points faibles et de ses points forts. Cela commence par la construction d'objectifs clairs à court terme, de comportements clairement exprimés. Je veux lui apprendre à montrer qu'il partage son intérêt, à suivre les instructions tout au long de la routine du jeu, etc. L'autisme est un état caractérisé par une profonde hétérogénéité, par une manière variable dont les symptômes se présentent même à différents stades de développement. Cependant, si nous pensons à l'autisme non pas comme une maladie pour laquelle il existe un remède, mais comme une voie particulière de développement dans laquelle certains supports peuvent faciliter l'acquisition de compétences importantes pour l'enfant, alors je dois penser à cette voie de la même manière que je pense au parcours d'apprentissage d'un enfant avec un développement typique. L'enfant au développement typique apprend continuellement dans la routine quotidienne, apprend à la maison mais aussi à l'école, quand il va à la maternelle. Ce sont les contextes dans lesquels nous devons penser à l'intervention pour l'enfant autiste. Comment intégrer des stratégies d'apprentissage technique qui facilitent l'acquisition de nouveaux comportements à la maternelle, au préscolaire et à la maison. Par l'accompagnement des parents et dans le cadre de thérapies spécifiques telles que l'orthophonie, la psychomotricité et toutes les thérapies qui peuvent être mises en œuvre. Ensuite, il y a le rôle de la famille. La famille joue un rôle fondamental, surtout lorsque l'enfant est très jeune. Tout d'abord, la famille doit établir avec les professionnels quels sont les objectifs sur lesquels nous voulons travailler. Nous ne pouvons pas créer des objectifs d'enseignement, des objectifs d'intervention qui sont déconnectés des objectifs de la famille. Ainsi, le point de départ d'une intervention efficace, une fois le diagnostic établi, est de s'asseoir à table avec la famille et de dire « Ok,
Ce diagnostic signifie que l'enfant a ses points forts, parce qu'il faut toujours parler des points forts, et aussi de ses points faibles. Que faisons-nous pour remédier à ces points faibles? Qu'enseigne-t-il à l'enfant? Quels comportements enseignons-nous qui aideront l'enfant à transformer ses points faibles en choses que l'enfant a appris à faire? Parce qu'un enfant qui ne parle pas peut apprendre à parler. Un enfant qui ne pointe pas peut apprendre à pointer. Un enfant qui ne sait pas jouer peut apprendre à jouer. Nous devons enseigner la polyvalence et nous mettre d'accord avec les parents sur ce qui est le point de départ, quelle est la priorité, ce qui est important pour eux. C'est la première décision, tandis que la deuxième décision est de savoir comment nous enseignons ces comportements. Je suis d'accord avec la famille et dis « OK, si nous voulons faire cela, nous essayons de le faire ensemble ». En tant que professionnel, je travaille par exemple en rencontrant la famille une fois par semaine, pendant 1 heure, et en demandant à la famille comment cela s'est passé dans le travail qu'elle fait pour faciliter ce comportement. En général, l'important est d'établir des indications partagées précises, non floues ou chaotiques. Nous travaillons à faire ces 3 choses. Indiquer entre 2 options différentes lorsque je propose 2 options à l'enfant, par exemple, et toute autre compétence que nous avons décidé de prioriser dans le cadre d'une décision partagée avec la famille. Quand je fais tout cela, mon travail est d'accompagner la famille sur le chemin de l'apprentissage initial de cette compétence, de vérifier que ce comportement, cette compétence que j'enseignais a été acquise par l'enfant et de passer à la compétence suivante. Bien entendu, cela ne signifie pas que le parent doit se substituer au professionnel. Ce que je peux demander à la famille doit être proportionnel à ce que la famille peut faire sans toutefois amener la famille, par exemple, à abandonner son travail ou à le diminuer pour rester à la maison pour faire une thérapie. Ce serait contre-productif à long terme. Si la famille se retrouve alors à manquer des opportunités professionnelles ou des contacts sociaux avec les autres qui sont essentiels à son bien-être. Un atteggiamento controproducente sul lungo termine se poi la famiglia si trova a perdere opportunità professionali e anche di contatto sociale con gli altri che sono fondamentali. Ce sont des choix qu'il faut penser dans le cadre de ce dont la famille dispose en termes de ressources, mais surtout sans imaginer la famille comme un substitut au service, mais comme l'une des parties impliquées dans un processus de prise en charge globale. Cette réflexion sur la façon dont je peux équiper la famille de la meilleure manière possible et la plus efficace possible pour remplir son rôle, le rôle parental qui est d'éduquer leurs enfants et de les éduquer avec des techniques spéciales qui sont dues au fait qu'ils ont un enfant spécial. Le manuel Campanelli Verdi e Rossi, cloche verte et rouge, est un excellent outil auxiliaire pour aider les spécialistes lorsqu'ils soupçonnent que quelque chose ne va pas chez l'enfant. Il n'est en aucun cas facile pour le personnel éducatif de communiquer aux parents les problèmes de comportement rencontrés chez les jeunes enfants. Du point de vue des proches, cependant, il est urgent et important de communiquer l'existence d'un problème de comportement. Il est important que les parents traitent les anomalies comportementales. Mais il est tout aussi important que les parents soient sensibilisés au stade de développement de l'enfant. Il est également important de les communiquer. Nous pensons également qu'il est très important d'informer les parents qu'il existe une cloche rouge, un comportement qui ne correspond pas à ce que l'on attend de l'enfant, qui nécessite une enquête plus approfondie rapidement.
Il faut montrer aux parents à quel point il est important d'intervenir et même dans le cas d'intervention, de pouvoir accompagner l'enfant afin qu'il puisse acquérir les compétences nécessaires pour progresser davantage. Il est important de montrer aux parents qu'ils ne seront pas laissés seuls face à cette situation, de leur montrer d'autres établissements auxquels ils peuvent s'adresser et de leur montrer que vous êtes prêts à transmettre les observations faites à un médecin, à une personne qui effectuera ensuite les enquêtes supplémentaires. Je pense qu'il est important de montrer aux parents que nous ne sommes pas seuls, en ce sens que, par exemple, la garde de l'enfant continuera d'être garantie même après de telles observations. L'observation des comportements inhabituels de l'enfant par le personnel éducatif et la communication aux parents peuvent déclencher des réactions différentes. Il n'est pas rare de voir des réactions de peur, d'incertitude chez les parents, car les parents ne savent pas ce que cela signifie pour l'enfant et si ce problème affectera négativement sa vie future. Certains parents réagissent par un refus. Non, je ne pense pas du tout. Laissez l'enfant être lui-même. Chaque enfant se développe différemment et je pense que mon enfant se développe normalement. Pour certains parents, connaître ces informations est même un soulagement car ils ont le sentiment désagréable que quelque chose ne va pas dans le développement de leur enfant. Par conséquent, les informations qu'ils reçoivent du personnel éducatif sont un soulagement, car quelqu'un d'autre a remarqué ces anomalies. Il y a aussi des réactions combinées. Il peut y avoir peur et soulagement, ou peur combinée avec colère. L'important, à notre avis, est que les spécialistes reconnaissent et s'intéressent aux émotions parentales et que dans cette situation précise, ils ne prennent pas leurs réactions personnellement. Les spécialistes doivent être bien préparés et prêts à indiquer clairement les comportements anormaux de l'enfant, à communiquer aux parents qu'ils doivent réagir et à leur montrer les prochaines étapes à suivre. Il est vrai qu'à court terme, un diagnostic précoce peut être source d'anxiété, d'insécurité et de stress. Mais il faut savoir penser à long terme. À long terme, un diagnostic précoce permet à l'enfant d'avoir accès à des thérapies pour acquérir les compétences nécessaires dans la vie quotidienne. La science a montré l'importance de réagir rapidement aux anomalies du comportement et de fournir à l'enfant des thérapies adéquates pour progresser. Le personnel éducatif des tout-petits est une ressource extrêmement précieuse dans le diagnostic précoce, qui, à long terme, a un effet très positif sur la qualité de vie de la famille et aussi sur les personnes concernées. L'outil s'inscrit dans une perspective de collaboration entre les différents professionnels, la famille et le travail en réseau. Il est centré sur deux aspects fondamentaux du travail, qui sont la communication et l'observation.
Notre espoir est que ce manuel puisse contribuer à abaisser l'âge du diagnostic et qu'avec une intervention adéquate, il puisse faire une différence dans la vie des enfants et de leurs familles. Les éléments sont conçus pour observer l'enfant dans son environnement naturel. Il ne devrait donc pas être nécessaire de préparer des situations ou des matériels spécifiques. Les éléments sont décrits sur la base de comportements spécifiques. Il ne devrait donc y avoir aucune différence dans les résultats si vous observez une personne plutôt qu'une autre. Cependant, nous suggérons que chaque professionnel fasse son observation. Et si des cloches rouges ou des comportements anormaux émergent, demande à un collègue de répéter l'observation pour vérifier les résultats obtenus. Les éléments décrits dans le manuel sont au nombre de 25, mais il n'est pas nécessaire de préparer 25 situations et d'observer l'enfant dans 25 situations différentes. Il est possible que dans une situation, par exemple, un goûter ou une situation de jeu, plus de comportements puissent être observés. Le manuel Campanelli Verdi e Rossi, cloche verte et rouge, n'est pas conçu pour l'intervention, mais il décrit les points forts et faibles de l'enfant, et ces facteurs pourraient servir de point de départ pour structurer une intervention. Rappelons qu'avoir un diagnostic ne présume pas nécessairement qu'il y ait aussi une intervention efficace. Nous recommandons donc que si le service dans lequel l'enfant est inséré n'a pas de compétences spécifiques dans les troubles du spectre autistique, un conseil soit recherché auprès d'un établissement qui met en œuvre au contraire des interventions spécifiques reconnues comme valables par les directives internationales. Le manuel n'est pas un outil de diagnostic et ne permet pas de définir si un enfant a un trouble du spectre autistique. Le manuel décrit les comportements qui peuvent être utilisés pour soutenir un processus de diagnostic par des professionnels prédisposés à faire un diagnostic. Il peut arriver que vous n'observiez qu'une seule cloche rouge. Cela signifie que l'enfant n'a une anomalie que dans ce comportement. Cependant, il est important de donner de l'importance à ce qui a été observé, de partager avec la famille et les autres professionnels et de prendre les mesures nécessaires pour aider l'enfant à surmonter cette difficulté. N'étant pas un outil de diagnostic, il n'y a pas de nombre de cloches à partir desquelles un diagnostic de trouble du spectre autistique peut être posé. Cependant, il est important de noter que les comportements contenus dans le manuel sont les comportements considérés comme significatifs pour un diagnostic d'autisme. C'est pourquoi il est important de donner de l'importance aux cloches observées, même si elles sont peu nombreuses, et de les communiquer à la famille et aux autres professionnels pour accompagner l'enfant et sa famille. Il peut arriver que même en l'absence de cloche rouge, le souci demeure. Le conseil est de pouvoir essayer de définir clairement et objectivement ce qui a été observé, ce qui nous pose des doutes ou des inquiétudes, et de le partager avec les collègues, avec les autres professionnels concernés et surtout avec la famille.